Donc c'est formidable ce qu'on fait ensemble. Cette association a eu énormément de succès et de force. On a réussi, en faisant la navette entre l'Assemblée nationale et Laurent Fabius, à créer au sein de l'Assemblée nationale un groupe d'études qui s'appelle le groupe d'études pour les chrétiens d'Orient. La coordination a eu tout de suite l'appui et le soutien de 130 parlementaires, de droite, du centre et de gauche. Les gens avaient compris. Okay, moi, j'étais le premier à être surpris qu'il y ait pas seulement la droite, mais il y avait beaucoup de gens de gauche. Donc, il y a eu la création de ce groupe d'études au sein de l'Assemblée nationale et on a réussi à faire la même chose au Sénat, un groupe d'études au Sénat qui a été créé récemment et en plus, un groupe d'études sur les chrétiens d'Orient au Parlement européen qui est présidé par Michel Alliot-Marie. Voilà une de nos accomplissements. Mais on a la chose très importante qu'on a réussi à faire. On avait demandé à Laurent Fabius d'amener Daesh à la Cour pénale internationale et considérer que ce sont des gens qui ont commis un crime contre l'humanité. Il nous a dit, très bonne idée, je vais la présenter au Conseil aux Nations Unies. Elle a été présentée, mais je ne sais pas sous quelle forme. Mais en tout cas, on a compris qu'il nous l'a dit que ça va être sur le terrorisme en général, donc probablement qu'il y avait une attaque contre la Syrie et le pouvoir syrien, Bachar al-Assad a considéré comme un terroriste, un truc comme ça. En tout cas, il y a eu un veto de la Chine et de la Russie. Qu'est-ce qu'on a fait, la Credo? On a vu que sur le plan juridique, on pouvait faire la demande auprès de la CPI. On a fait la demande en septembre 2014. Elle a été considérée comme acceptable sur le plan juridique. Et le 30 janvier, le procureur de la Cour nous a écrit en disant « On commence à traiter le dossier, mais sachez que c'est très difficile à faire les preuves de crime et ça prendra du temps. » Mais en tout cas, aujourd'hui, Daesh est à la Cour pénale internationale et qui est sur la demande de la Credo. Et Laurent Fabius nous a dit si on n'arrive pas à ramener par le Conseil de sécurité, chose que le 8 septembre à la grande conférence de Paris, ils n'ont pas réussi non plus. Ils l'ont dit qu'ils souhaitaient, mais il n'y a pas de suite. Une chose aussi dans nos affaires, c'était l'affaire de la RATP, je tiens à le dire. Parce que la RATP, si vous vous souvenez, il y avait des affiches où on disait, il y avait un concert par un groupe de prêtres catholiques, et sur les affiches dans le métro, ils avaient dit au bénéfice des chrétiens d'Orient. Eh bien, c'était interdit par la RATP parce qu'ils ont dit, vous ne pouvez pas mettre les chrétiens d'Orient parce que c'est un groupe qui fait partie d'un conflit armé. Et donc, pour respecter la neutralité, nous ne pouvons pas, et par la laïcité, etc., nous ne pouvons pas prendre position, donc vous ne les mettrez pas, vous ne les affichez pas dans les stations de métro. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené la RATP au tribunal. Et surtout, ce n'était pas pour remettre les affiches. C'était parce qu'ils ont fait un communiqué de presse qui ont dit ça. Alors, évidemment, Tollé, Valls, tout le monde, non, 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 comment vous faites une chose pareille? Ils ont fait marche arrière, ils ont dit, vous remettez en garde la phrase pour le chrétien d'Orient, vous le mettez et c'est même gratuit. C'était la meilleure pub pour les 4 prêtres, hein, ça. Bon, et puis ils nous ont dit, bah, Credo, c'est terminé, vous savez, l'affaire juridique au tribunal, c'est terminé. On a dit, c'est pas terminé. Parce que ce que vous avez écrit dans le communiqué de presse, que vous traitez à égalité les chrétiens d'Orient avec les gens qui les massacrent, et que vous ne pouvez pas prendre les positions parce que vous voulez être neutre, c'est-à-dire les victimes, c'est la même chose que Daesh. Donc, vous devez prendre position par des excuses publiques. Bon, on a négocié longtemps, et à un moment donné, ils voulaient qu'on fasse un accord amiable entre nous deux, et puis personne ne sait rien, on a dit non. Il faut que ce soit du public. Et finalement, on a réussi à leur faire signer, c'est le ministre du Transport, en séance tout à fait amiable, et qui ont reconnu qu'ils ont fait une erreur de communication. Et qu'ils ne peuvent jamais traiter Daesh à égalité avec les chrétiens qu'on considère comme victimes.
Et c'est la position de la France, de toute façon, puisqu'elle est logiquement, politiquement en guerre contre Daesh. Donc ça, je considère que c'est un accomplissement important. On n'a pas fait beaucoup de bruit parce que l'affaire était réglée. La dernière chose, et je terminerai par là. Claude Goasguen, un ancien ministre qui est le maire de Paris 16e, a initié un rassemblement devant sa mairie. C'était en été, je ne sais plus, c'était au mois de juin ou avril. Et il y a eu énormément de gens qui étaient venus. Il y avait le nonce apostolique qui était là, il y avait des hommes politiques, il y avait la maire de Paris, d'autres maires qui étaient présents. Ça s'est terminé, après les discours, par le dévoilement d'une banderole. La mairie du 16e soutient les chrétiens d'Orient. Et Claude Goasguen a demandé à tous les maires de France, monsieur le maire, à tous les maires de France de faire quelque chose de pareil. On est aujourd'hui à la 5e mairie. Après Paris 16e, il y a eu Fontainebleau, il y a eu Auxerre, il y a eu Saint-Cloud, même chose, et qui se termine avec la banderole qui est affichée, fixée sur le fronton de la mairie. La mairie de Saint-Cloud soutient les chrétiens d'Orient. La prochaine, c'est samedi prochain à Montfermeil, et la suivante, c'est le 28 septembre à Clamart. Et puis on a d'autres demandes, et j'espère que peut-être, si à Bourg-la-Reine vous le faites, ça serait formidable. Mais vous savez, les gens qui passent devant la mairie et qui voient la banderole, qui soit chrétien, pas chrétien, mais qui voient la mairie soutient les chrétiens d'Orient, l'expression chrétien d'Orient a été maintenant admise et comprise. Voilà, je pense qu'on fait de notre mieux, même si c'est des petites gouttes l'une après l'autre. Et je terminerai par dire, il faut penser à l'Égypte, il faut penser à la population égyptienne qui soutiennent à 90% le président, qui sont ravis. Et les chrétiens coptes disent de Sisi, c'est un cadeau qui nous est tombé du ciel. Donc un message d'espoir. Il est en train de bien mener le pays et il fait énormément de choses sur le plan économique, mais également sur le plan démocratique qui, petit à petit, va certainement prendre la place. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean pour cet éclairage à la fois historique et sociologique sur ce qui se passe actuellement, évidemment, en Égypte et un petit peu dans le reste du monde aussi, et qui prend évidemment toutes ses sources dans l'histoire, comme toujours. Je vous propose donc ce soir, comme à l'accoutumée, de passer à une session de questions-réponses. Je vous demande à chacun, ceux qui vont pouvoir parler, de poser une question claire, concise, afin que nous puissions aussi, que Jean puisse y répondre de manière claire et concise. On va essayer de donner le maximum de paroles au maximum de personnes, sachant que nous sommes déjà bien avancés dans le temps, mais nous avons un sujet passionnant ce soir. Je propose traditionnellement notre première question. On va bien démarrer la saison avec les bonnes habitudes. Je vous demande de parler clairement et courtement. Bravo pour votre optimisme au sujet de l'Égypte. Seulement, comme beaucoup d'autres, je reste très interpellé par tous ces flots qui nous viennent d'Irak et de Syrie. Dans ces flots, il y a forcément un certain nombre de chrétiens qui, pour peut-être principal de tout, fuient la guerre et fuient peut-être le fait qu'ils sont mis dans l'état de leur pays. Alors, comment gérer cette situation sans donner l'impression de prendre deux poids de mesure entre eux et les autres réfugiés. Voilà. Je pense que les migrants ou les réfugiés, c'est des pauvres gens et que n'importe quel pays ne peut pas les laisser dans cette situation. C'est un devoir humain. C'est des gens qui ont souffert et qui ont fait énormément pour venir. Il y a tellement de morts qui sont noyés dans la mer et qui sont en train d'échapper à la terreur. Donc le devoir, puisqu'ils sont là, il faut les prendre en compte, mais les prendre en compte vraiment. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ne retourneront plus dans leur pays. Donc il faut, vous savez, moi je suis d'origine étrangère. Vous savez, s'adapter, mon épouse est là, elle est alsacienne, française, ça a facilité mon intégration. Mais il faut apprendre la langue, il faut apprendre la coutume,
il faut avoir du travail et savoir s'intégrer, comprendre la culture dans laquelle on est, et ça ne se fait pas comme ça. Alors, si on les laisse seuls et qu'il n'y ait pas les moyens pour vraiment qu'ils s'intègrent, ils vont aller ailleurs parce qu'ils ont vu la terreur. Et la deuxième chose que je pourrais quand même dire, parce qu'on l'a vu en Australie avec les terroristes dans le sud de l'Indonésie, qu'on appelait les boat people. Hein, depuis 2006, ils envoyaient des boat people et les Australiens les recevaient les bras ouverts. Mais petit à petit, ils ont découvert qu'il y avait des islamistes là-dedans. Et que c'était fait et envoyé exprès, infiltré. Ce n'étaient pas tous des islamistes, il y avait effectivement des vrais boat people. Mais il y avait des islamistes avec. Alors moi je pose tout simplement la question. Je ne dis pas il y a des islamistes ou pas. Même si je suis convaincu qu'il doit y en avoir. Hein. Mais bon, alors comment on va les sélectionner? Comment on va les retrouver? Et s'ils vont continuer, ils ne vont jamais le montrer. Et pour eux, la notion du temps, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on va agir le moment opportun. Ça prend 2 mois, ça prend 6 mois, ça prend 10 ans, 50 ans, la notion du temps, mais il faut agir. Donc voilà ce que je pense des migrants. Une question suivante, madame, peut-être? Merci, Jean. En tout cas, pour la parole. Ah oui. Je demande si vous avez des nouvelles des jeunes filles et jeunes femmes aussi, soit cadres et autres, parmi elles des avocats et des médecins, surtout dans la région de Fayoum, kidnappées avec la complicité de la police. Il y a maintenant un procès, oui, au tribunal, mais malheureusement, vous connaissez la justice en Égypte. Qu'est-ce que nous avons fait avec ce problème grave, surtout avec les femmes et les filles pauvres? Merci. Bon, elle soulève un problème important parce que c'est ce problème-là qui m'a amené à travailler dans les droits de l'homme. Parce que j'ai rencontré une maman qui avait perdu sa fille, qui a raconté tout ce qui lui est arrivé dans les détails. Et sa fille, elle l'a perdue en 2007, elle ne l'a jamais revue, on est en 2015. Donc le phénomène de kidnapping de filles essentiellement chrétiennes. Et le kidnapping, c'est pas seulement des enlèvements, ça peut être aussi en jouant autour pour faire une histoire d'amour, mais la voir, c'est une proie. Il y a une rapace, quand elle sait qu'il y a une proie, elle l'a à un moment ou à un autre. Donc il y a toute une méthodologie pour que ces filles tombent. Et si elles ne tombent pas, on la kidnappe. Et ça, c'était un plan islamiste, salafiste, wahhabiste, frériste. Ce n'est pas les braves musulmans qui le faisaient. Mais comme il y avait des sous derrière, parce qu'une fille en copte enlevée, on payait 50 000 $, un truc comme ça, donc il y avait complicité avec la police, etc. C'est un problème complexe, difficile. Les gens qui allaient à la police, ils recevaient un coup de pied au derrière. Au temps de Moubarak, il n'était pas question de le traiter. Aujourd'hui, on dit que c'est du passé. De toute façon, le pire dans ces affaires-là, c'est que ces filles disparaissent. C'est-à-dire qu'elles n'avaient plus le droit à jamais revoir leur famille. Donc, voilà, c'est du passé. Ce phénomène-là s'est accentué au temps de Morsi. Mais c'était exponentiel. Après Morsi, c'est terminé. On n'entend plus parler. Ça arrive peut-être de temps à autre, mais c'est fini. Le plan frériste, confrériste est terminé. Donc, qu'est-ce que va faire la justice? Il faut peut-être travailler dessus. Une autre question, monsieur? Je me permets, je vais essayer peut-être d'être naïf. J'ai l'impression que comme vous présentez comme avec le nouveau président égyptien, les Coptes sont en sécurité. Alors là, par contre, qu'est-ce que vous pensez que, quand même, il vient de l'armée, vous l'avez Moubarak, il y a eu des rumeurs que c'était lui qui a lancé des attentats contre les églises coptes. On va même dans la politique étrangère avec les wahhabistes, qui sont en Arabie Saoudite, il intervient au Yémen. Sa position pour le Syrie qui est quand même contre le credo, parce que j'ai eu l'impression que le credo il est pour le régime syrien existant. Et c'est pas un peu contradictoire? La credo n'est pas pour le régime existant. Il n'est pas pour Daesh. Non, on ne prend pas position. Il est pour rétablir des relations avec le régime actuel. C'est pas qu'il le défend. Vous parlez de Sisi, oui. Ah oui, Sisi, il est pour ça, oui. Même enfin, le credo, mais j'ai pas l'impression que le Sisi il est pour ça. Et
interventions avec l'Arabie Saoudite au Yémen et ailleurs, ça m'étonnerait. Bon, il y a deux questions. Vous dites la situation des Coptes. La situation des Coptes, elle est énormément améliorée. On passe par la période la plus florissante, la plus tolérante. Le pape Tawadros, il est tous les jours, il est main dans la main avec le grand imam d'Al-Azhar. Dès qu'il y a un événement, ils sont ensemble pour parler ensemble. Le Sisi a fait un geste très historique. Il est le premier gouverneur musulman, je ne dis pas président musulman parmi les 60 dernières années, le gouverneur musulman depuis 1400 ans